Franchement, quand on regarde l'écosystème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'abondance totale. Il y a de nouvelles options et des promesses révolutionnaires quasiment tous les jours. Face à ce déluge, c'est extrêmement facile de se laisser emporter par l'engouement général, la fameuse hype, et d'adopter le tout premier outil dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, choisir une intelligence artificielle de cette manière, c'est exactement comme entrer dans un immense atelier chaotique les yeux bandés et attraper une énorme scie circulaire pour planter un simple clou, juste parce que c'est l'outil le plus brillant sur l'établi. L'objectif de ce décryptage, c'est justement de poser les bases d'une méthode beaucoup plus pragmatique. On va voir comment naviguer dans cet atelier numérique de manière structurée, en se basant sur des réalités concrètes d'entreprise, plutôt que sur des classements absolus qui ne veulent souvent rien dire. Bienvenue sur IA sans blabla. Ici, on décrypte l'IA utile, clairement, sans blabla. Et cette phrase résume parfaitement la philosophie de notre approche d'aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre une information technique, souvent complexe, et de la traduire en une véritable utilité professionnelle. On s'en fiche pas mal de savoir quelle entreprise a publié le communiqué de presse le plus impressionnant de la semaine. Ce qui nous intéresse, c'est d'identifier très concrètement quel outil sert à construire quel projet au quotidien. Partie 1. Le mythe du meilleur modèle. Et surtout, pourquoi l'outil parfait n'existe tout simplement pas. Allons droit au but. Cette question, quel est le meilleur modèle d'IA actuel, c'est un piège absolu. Demander quel est le modèle dominant, c'est comme demander quel est l'outil dominant dans un garage. C'est absurde, non? Un marteau est totalement inutile si on a besoin de visser quelque chose. Prenons un cas très concret. Un développeur qui cherche à générer des blocs de code Python complexes d'un côté et un directeur marketing qui a besoin de résumer 60 pages de rapports financiers de l'autre. Ils ne cherchent fondamentalement pas le même outil. Un modèle peut être pertinent pour l'un et catastrophique pour l'autre. L'efficacité dépend d'un ensemble de contraintes, et il n'y a aucune réponse universelle, seulement des choix conditionnels. C'est exactement pour cela qu'il faut se reposer sur une grille d'évaluation stricte. Voici les 6 critères fondamentaux à valider avant de faire le moindre choix. Premièrement, la tâche. Parle-t-on de logique mathématique pure, de rédaction créative ou d'analyse visuelle? Deuxièmement, l'interface. Est-ce qu'on utilise un navigateur web classique ou une intégration invisible dans un logiciel métier? Troisièmement, la version. C'est crucial, les capacités changent du tout au tout entre 2 itérations. Quatrièmement, le budget. Attention, les coûts peuvent exploser si on déploie à grande échelle. Cinquièmement, les données. Un point souvent sous-estimé. Si on traite des données médicales sous RGPD, beaucoup d'outils cloud sont disqualifiés d'office. Et enfin, sixièmement, le déploiement. Cloud public ou serveurs locaux. Partie 2, les géants généralistes. On va les voir comme des boîtes à outils très distinctes. En appliquant notre grille, regardons d'abord les géants du secteur. Il y a une nuance absolument cruciale à intégrer concernant ChatGPT. Ce n'est pas seulement un modèle de langage brut posé sur un serveur, c'est une interface complète, couplée à un écosystème d'outils et de workflow. Imaginons un peu le processus. On lance une recherche web pour extraire des informations fraîches, on utilise l'interpréteur de code intégré pour générer un graphique, puis on demande un résumé textuel. Tout ça sans jamais quitter l'écran principal. Donc, ce système global peut être adapté à des habitudes de travail qui exigent un environnement totalement clé en main plutôt que juste une ligne de commande. De l'autre côté du ring, l'écosystème Claude propose une approche différente avec une fragmentation extrêmement précise de ses capacités. Pour bien l'utiliser, il faut naviguer entre des itérations très spécifiques. Par exemple, on a le choix entre Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.7, Claude Haiku 4.5, Claude Opus 4.6 ou encore Claude Sonnet 4.5. L'orientation se fait strictement selon le budget alloué et la complexité. Si on doit trier 10 000 emails de support client en quelques minutes, une version légère et rapide sera privilégiée. À l'inverse, pour disséquer un contrat juridique de 200 pages, on ira chercher la force d'analyse brute des itérations plus lourdes. D'ailleurs, il y a un concept fascinant lié à la mémoire de ces outils, la pourriture de contexte ou context rot. En gros, plus on bourre une requête d'information, plus le modèle s'y perd. C'est comme essayer de retrouver une facture ultra importante sur un bureau inondé de prospectus publicitaires. L'info cruciale se noie. Pour contrer ça, certaines interfaces comme celle de Claude utilisent une gestion avancée. Lors d'une réflexion étendue, les blocs de réflexion générés par la machine sont automatiquement cachés et retirés de l'historique actif. Ça permet de préserver la capacité de la mémoire pour le vrai contenu, surtout lors de très longues analyses complexes. Et puis il y a Gemini, qui offre une dynamique encore différente, très ancrée dans l'écosystème Google. Ses grands atouts, des capacités multimodales intégrées dès la conception, la gestion de très longs contextes et la génération vidéo. Concrètement, cet outil peut être pertinent si on a besoin de croiser des formats radicalement différents. On pourrait analyser l'enregistrement vidéo complet d'une réunion tout en le comparant avec un document PDF récapitulatif. Mais attention, les résultats varieront énormément selon la version utilisée et selon l'interface de déploiement choisie. Ce n'est pas une magie universelle. Partie 3. Open Weights et local. Ce qu'on pourrait appeler notre hangar privé. Laissons un instant de côté le cloud pour entrer dans le monde de l'hébergement privé.
Il y a un énorme mythe à dissiper ici. Les termes open source ou open weights ne signifient absolument pas qu'une solution est 100% gratuite ni qu'elle est magiquement plus sécurisée dès l'installation. Ce qu'ils offrent, c'est la liberté totale de déploiement. Mais cette liberté a un prix qui est chez colossal. Il faut payer l'électricité, le refroidissement des serveurs locaux, l'achat du matériel ultra coûteux et surtout les salaires des ingénieurs spécialisés pour maintenir tout ça en vie et sécurisé. Dans ce hangar privé, des noms comme Mistral et Llama se démarquent, mais avec des stratégies différentes. Mistral propose un écosystème assez hybride, des outils comme le chat pour le grand public, l'environnement studio ou l'assistant de code Vibe. Llama, de son côté, met à disposition des modèles aux architectures très variées, comme les itérations 3.3, Maverick ou Scout. Au final, l'adoption d'une de ces familles se fera strictement selon le déploiement envisagé en interne. Faire tourner un énorme modèle Llama Maverick localement exige des grappes de processeurs graphiques qui valent le prix d'une maison. Mais alors, pourquoi s'infliger une telle complexité matérielle? La réponse tient en 2 mots, contrôle et confidentialité. Dans des secteurs hautement critiques, comme la défense ou le milieu bancaire, il est strictement interdit de faire transiter des données sensibles sur les serveurs d'une entreprise tierce. Il faut donc héberger soi-même. Mais l'équilibre entre l'investissement financier énorme et la qualité des réponses générées reste très délicat à trouver. C'est pour ça que chaque solution est vraiment à tester, sur son propre cas réel, avec ses propres machines, avant de valider un quelconque budget. Partie 4. Les experts spécialisés. Nos outils de haute précision. À côté des gros couteaux suisses généralistes, on trouve des experts de niche. Prenons DeepSeek par exemple. Ce modèle peut être intéressant spécifiquement pour des tâches poussées de raisonnement logique ou de génération de code, tout en affichant un positionnement attractif sur le coût de connexion à son interface de programmation, la fameuse API. Mais attention à la nuance technique. Une compatibilité d'interface sur le papier ne signifie pas du tout un comportement identique en production. Un modèle réagira toujours différemment d'un autre. La vitesse change, les refus de répondre varient, et de minuscules différences de formatage dans le texte peuvent faire planter toute une chaîne d'automatisation. Un autre exemple d'expertise, c'est Qwen 3. Il possède une architecture particulièrement flexible, permettant de basculer d'un mode de réflexion profonde à un mode très rapide sans réflexion. De plus, avec sa capacité à gérer plus de 100 langues, ce modèle peut être pertinent selon la tâche linguistique. Imaginons une multinationale de logistique qui doit synthétiser en temps réel des bordereaux de douane rédigés dans 20 dialectes différents. C'est exactement le genre de scénario où ce choix devient logique, toujours selon les données spécifiques qu'on lui fournit, bien sûr. Dans une autre catégorie, Kimi s'oriente vers des flux de travail professionnels qui demandent une rigueur extrême. Ses capacités de deep research lui permettent d'effectuer des recherches autonomes en déclenchant des centaines d'actions. En gros, il se comporte comme un analyste juridique. Il navigue sur le web, récupère des dizaines de dossiers PDF, lit tout en mémoire et finit par rédiger une synthèse détaillée. C'est idéal pour de l'intelligence légale où le respect au mot près de la terminologie d'un contrat est exigé. Partie 5. Matrice et équipes IA. C'est ici qu'on adopte la stratégie du maître artisan. Maintenant qu'on a tous ces outils étalés devant nous, l'expertise, la vraie, c'est de savoir les orchestrer. Il faut créer une matrice reliant chaque tâche au bon outil. Admettons qu'on veuille générer un script de code complexe et qu'on n'ait pas de contrainte stricte de confidentialité. Le choix du modèle peut être pertinent selon la version exacte disponible en interne ou encore selon le budget. On pourrait utiliser un gros modèle cloud si l'abonnement est déjà payé ou basculer sur un spécialiste pour minimiser les coûts à la requête. Chaque croisement de cette matrice s'évalue au cas par cas selon les données injectées. Et on peut aller encore plus loin avec le concept d'équipe de modèles. Dans un workflow moderne, on utilise le routage dynamique. C'est génial pour optimiser les coûts. En gros, si on demande juste à l'IA de corriger une faute d'orthographe ou de reformater une date, le système envoie ça vers un modèle ultra léger et peu coûteux. Mais si la requête implique une analyse financière poussée, paf, c'est redirigé vers l'analyste lourd de l'équipe. On intègre aussi des modèles de secours au cas où un serveur plante, mais rappelons-le encore une fois, construire cette équipe, c'est impérativement à tester sur son propre cas réel pour voir si l'économie justifie la complexité technique. Partie 6. La checklist finale. Ce qu'il faut retenir avant de lancer le prochain prompt. Pour consolider tout ça, voici la méthode en 4 étapes. Prenons le déploiement d'un assistant client automatisé. Étape 1, définir la tâche réelle. On ne veut pas juste un chatbot qui discute, on veut qu'il extrait un numéro de suivi et interroge une base de données. Étape 2, évaluer les contraintes de données. Les infos manipulées sont-elles confidentielles? Si oui, le choix se restreint. Étape 3, tester l'interface. Est-ce que le système répond assez vite pour qu'un humain ne s'impatiente pas devant son écran? Étape 4, comparer les versions. Une simple mise à jour mineure d'un modèle peut rendre l'assistant soudainement agressif ou confus. C'est un travail d'ingénierie continu. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir avant de valider un choix d'architecture, c'est celle-ci. Toute promesse technologique lue sur un blog ou dans une newsletter reste de la théorie pure. Rien ne remplace la pratique. Les performances et la rentabilité vont obligatoirement fluctuer selon le budget défini, selon la version sélectionnée ce jour-là et selon l'interface de déploiement.
C'est la raison pour laquelle chaque outil envisagé est et sera toujours à tester sur son propre cas réel, avec les vraies contraintes de l'entreprise. La vraie compétence, ce n'est pas de connaître le nom du modèle à la mode, c'est de savoir quel outil utiliser, à quel moment et pourquoi. Voilà, les portes de l'atelier sont grandes ouvertes et les outils n'attendent plus que la bonne stratégie. Alors, avec cette nouvelle grille de lecture en poche, par quelle étape allez-vous commencer pour repenser vos processus dès demain matin ?